Bonjour, bienvenue pour la quotidienne. Il y a comme un petit air de printemps dans nos studios et j'avoue, ça fait du bien. Au sommaire aujourd'hui, la Garenne qui se prépare à rouvrir ses portes en plateau. Michel Gauthier-Clerc, directeur, et Roger Perrin, président du conseil de fondation de la Garenne. En sport, petit tour de glace à la patinoire de Rives avec l'école du HC Nyon où les jeunes sont les plus chanceux car eux, ils peuvent chausser leurs patins. En culture, on donne la parole à la réalisatrice et productrice Maï Fattah. Elle est sacrée une fois de plus et récompensée pour son travail et son clip Power qui a été nommé meilleur clip suisse de l'année. Les zoos, les musées, les magasins devraient rouvrir leurs portes le 1er mars. Comment la Garenne s'y prépare? On en parle avec nos deux invités. Michel Gauthier-Clerc, directeur de la Garenne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Roger Perrin, président du conseil de fondation de la Garenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors j'imagine, à quelques heures des annonces officielles, cet après-midi, ce mercredi, vous serez collé à votre télé. Tout à fait. On attend avec impatience d'avoir la confirmation qu'effectivement nous pourrons ouvrir le 1er mars. Ouais, alors c'est un petit peu l'effet yo-yo, il faut jongler avec ces décisions, ouvrir, fermer. Là, en attendant, comment est-ce que vous vous y préparez ? Alors, le yo-yo, il est surtout pour le personnel. Après, pour les animaux, voilà, ça a été un continuum, même pendant la fermeture. Et du point de vue de la préparation, ben, là, c'est plus compliqué pour le personnel, parce qu'à chaque fois, ils doivent... il y a des annonces qui ne sont pas toujours claires. Donc, il y a une espérance aussi pour certains de venir travailler ou de revoir les visiteurs. Et c'est ça qui est assez compliqué, en fait, plutôt avec voilà, le personnel pour qu'on reste motivé et puis optimiste. Vous restez optimiste, mais surtout, c'est la bonne nouvelle, hein, parce que le printemps qui arrive, la Garenne qui pourrait rouvrir ses portes, donc c'est des choses sur lesquelles on se réjouit. Qu'est-ce qui était, comment cette période, plutôt, elle vous a été bénéfique en cette période? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors on a pu faire, donc, parce que vous savez que le personnel a dû continuer à travailler pour les animaux, ce qui est normal. Et du coup, on a eu aussi quand même de temps un peu supplémentaire pour faire certains travaux qu'on ne pouvait pas faire, et notamment par rapport au centre de soins. Donc on a eu des financements de fondations privées, comme la fondation Bertarelli, Sandoz, aussi la loterie, qui nous ont permis en fait de développer le centre de soins, qui est pour nous, alors, les visiteurs ne le verront pas parce que c'est un peu les coulisses, mais qui est quand même le cœur de la raison d'être de la Garenne. Donc c'est sur le centre de soins, on a beaucoup avancé. Ouais. Les financements, justement, parlons-en, Monsieur Roger Perrin, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce que voilà, les soutiens sont toujours là? Est-ce qu'il a fallu aller les rechercher? Comment ça s'est passé, cette période? Alors, déjà, la première chose, quand c'est fermé, on n'a pas de recettes, alors que les 3/4 du personnel travaillent, ce qui fait que les charges, là, sont à plein. Alors, comme l'a dit Michel Gauthier-Clerc, on a la chance, on travaille. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, et nous, on est privilégiés là. Mais effectivement, nous avons perdu les recettes depuis les 3 mois de fermeture au printemps passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas pu rattraper. Effectivement, les mois suivants se sont bien passés, c'était une bonne année. Des bons mois, les visiteurs sont venus, c'était vraiment chouette. Je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir à les accueillir. Je crois qu'ils ont eu du plaisir à venir aussi. Et en termes de bouclement, on est en train de finir les bouclements, mais maintenant, en termes d'appui privé, très important, on n'a pas été les chercher. C'est un peu notre stratégie, disant tout le monde est dans la panade, donc on ne va pas faire une course à la recherche de fonds, mais on a été spontanément aidé par des fondations, par des privés, et certains privés plus, et certains privés, on s'est aperçu aussi que même certains nous donnaient des petits montants en sachant que chez eux c'était important aussi, et on tient vraiment à remercier tous ceux qui nous ont aidés, et grâce à ces aides, on devrait pouvoir boucler l'année dans les chiffres noirs, des tout petits, mais dans les chiffres noirs. Par rapport aux fournisseurs aussi, on sait que certaines entreprises ont eu du mal justement à se fournir durant cette période. Comment ça s'est passé pour vous? Non, globalement, ça, on a réussi toujours à j'entends par exemple par la fourniture de nourriture pour les animaux. On a aussi des invendus qui nous sont toujours donnés gratuitement. Sur voilà, ça a été plus par exemple pour la construction au niveau du centre de soins où tout a été décalé de 6 mois. Mais globalement, pour les animaux, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Roger Perrin, vous qui êtes on a envie de dire un privilégié parce que vous avez quand même pu vous balader dans ce parc durant cette période. Les animaux, comment ils se portent? Alors, comme visiteur externe, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que pour ce que je vois, il n'y a pas eu de changement.
Ceux qu'on ne voit pas, on ne les a pas vus plus. Ceux on voit quand on sait où ils sont, on les a retrouvés là où ils étaient. Et ceux qui avaient envie de venir vers nous, il me semble qu'ils sont venus vers nous. Ouais. C'est plutôt Michel qui peut, en tant que va vétérinaire, donner l'avis du spécialiste de monsieur Michel l'avis du Gauthier-Clair. visiteur lambda. Je n'ai pas vu de grosses différences. Ouais, alors qu'en dit le spécialiste? La Garenne a continué à vivre comme avant parce que justement on doit s'occuper des animaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas constaté de différence du point de vue des animaux. Alors après on a eu des périodes très difficiles, mais comme pour tout le monde, qui étaient les périodes de grosse neige et de glace, enfin de gel assez prononcé. Et c'est vrai que la totalité des animaux ont réussi à bien passer ce cap. Alors après on sait qu'il y a des animaux qui aiment bien aussi les visiteurs, on connaît les chèvres qui se font gratter ou les loups aussi qui aiment bien qu'il y ait de l'activité autour de chez eux. Mais on a constaté aucune déprime ou quoi que ce soit chez qui. Donc tout va bien pour tout le monde dans ce qu'on a vu. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que vous avez pu avoir cette période aussi de réflexion, peut-être réfléchir à de nouvelles manières de fonctionner, de travailler, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez garder de votre manière de fonctionner durant cette période? Alors, les trois quarts des personnes, en fait, ont continué à travailler comme avant. Alors, on parle beaucoup de télétravail. Nous, on est vraiment tout le temps sur le terrain. J'entends la Garenne, c'est ça. Je dirais plutôt qu'on a envie de récupérer la totalité de l'équipe. Donc, on a des personnes qui sont quand même chez elles, comme les gens du restaurant et de la boutique. Et c'est vrai que ça fait quand même une fracture. Il y a ceux qui vont travailler. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais quand même, on voit qu'il y a une équipe qui aimerait bien être là. Ceux qui ne sont pas là, en fait, ça leur manque de ne pas être dans la vie avec les animaux, avec la Garenne, avec les visiteurs. Ouais, ceux qui ne pourront pas revenir, notamment, c'est les équipes du restaurant. Là, comment ça se passe au niveau du financement? Vous avez pu séparer les deux identités, le zoo et le restaurant? Alors tout à fait, nous avons un système comptable, déjà par les contrats de travail, un système comptable qui nous permet d'avoir les différents secteurs de l'entreprise, la boutique, le restaurant, qui sont séparés du parc, des entrées, etc. etc. Donc c'est des tonnes de papier à remplir, mais nous avons pu obtenir les RHT pour les personnels qui n'étaient pas en activité. Roger Perrin, Michel Gauthier-Clair, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ces bonnes nouvelles. Le retour du printemps à la Garenne, ça fait du bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Les grands n'ont pas le droit de chausser les patins, les petits, oui. À la patinoire de Rives, l'école du H-Seignon peut continuer ses entraînements avec plus de 70 jeunes hockeyeurs en herbe qui défilent sur la glace chaque semaine. Reportage en images. Comme vous le voyez derrière moi, ça se passe, c'est la bonne nouvelle. On a réussi à faire patiner les enfants toute la saison cette année, grâce aux passionnés qui coachent ici. Malgré les restrictions sanitaires, on a pu mettre en place l'école de hockey et l'école de patinage cette année. Donc c'est une super nouvelle. L'école du H-Seignon se compose de 5 catégories. On a une catégorie école de hockey avec une douzaine d'enfants. La catégorie U9 où ils sont 20 inscrits. Les U11 qu'on a vu tout à l'heure sur la glace avec 16 inscrits. On a un peu les vacances scolaires, donc un petit peu moins de présents cette semaine et puis la semaine prochaine. Et les U13 avec 15 enfants inscrits et les U15 avec 6 enfants. On a environ 73 jeunes inscrits au H-Seignon. Bonjour les garçons, vous vous appelez comment? Nils, Tom, Tristan. Et ça fait combien de temps que vous jouez au hockey ici au H-Seignon? 3 ans. 3-4 ans. 3-4 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans le hockey? J'aime bien patiner, j'aime bien faire des matchs, j'aime bien faire les shoots, j'aime bien faire des exercices. C'est la semaine un petit peu moins disciplinée, je pense à cause de l'école. Ils sont concentrés toute la journée à l'école, ils rentrent à la maison, ils se reposent. On leur demande de se reconcentrer sur la glace. Un petit peu de la peine chez certains, surtout chez les U9, chez les tout petits. Mais le samedi, ça c'est un samedi une journée qui fonctionne super bien. On est 9 entraîneurs sur cette glace pour s'occuper des 5 catégories. Moi, ça fait maintenant, c'est ma 11e année que je fais ça avec plaisir, avec passion. Transmettre ce qu'on aime à des jeunes, voir les jeunes évoluer et progresser. C'est avoir un merci à la fin, c'est juste tout ce qu'on demande en fait, avoir les sourires sur le visage des jeunes. On a
des gars passionnés par le hockey qui n'ont pas forcément fait de carrière. On a Michal, qui est un ancien joueur pro, un ancien gardien, qui vient partager sa passion avec nous. On a vraiment de la chance. On a Nicolas, qui est joueur de la première équipe, responsable des entraîneurs. Donc c'est grâce à tous ces gens-là que l'école de hockey, elle vit en fait. C'est des bénévoles qui sont là, qui donnent de leur temps tous les soirs, le samedi. Donc c'est grâce à eux que l'école de hockey, l'école de patinage, où on a 4 entraîneuses, on arrive à faire vivre ces écoles. C'est les grands chanceux qu'on a ici. Eux, ils peuvent profiter de la glace, profiter d'avoir des entraînements. Malheureusement, pas profiter d'avoir de matchs contre d'autres clubs. Voilà, raison Covid. Hein. Mais au moins, ils peuvent s'entraîner. Contrairement à nous, les adultes, où voilà, on range nos patins pour savoir quand on peut recommencer. C'est un peu frustrant pour les adultes de voir les enfants patiner, non? Sans commentaire, c'est l'horreur. Ça nous démange de pouvoir jouer, mais on est content pour les jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous pouvez chausser les patins et pas vos papas? On va dire c'est un petit privilège. Ce qui est frustrant, c'est qu'on peut être sur la glace avec eux, mais nous, on ne peut pas être entre adultes, sur la glace et voir les copains. Donc il y a un petit côté frustrant quand même. Et voilà, j'ai la chance de profiter quand même. La réalisatrice et productrice Maï Fatane est sacrée une fois de plus et récompensée pour son travail. Le clip Power a été nommé meilleur clip suisse de l'année au M4 Music Festival. Maïfa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un prix de plus, on a envie de dire que tu es devenue une habituée. Je ne sais pas si vraiment on s'habitue, quoi, parce que c'est chaque fois dans des contextes tellement différents, puis pour des choses tellement différentes que voilà, c'est à chaque fois un événement nouveau. Ouais. Qu'est-ce que ça représente justement? Parce qu'aujourd'hui, tu as une réelle carrière derrière toi, le fait d'avoir des prix, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je pense que c'est... De toute façon, ça fait toujours plaisir, que ce soit voilà, en termes de reconnaissance, et puis de... On ne devrait pas en avoir besoin, mais quelque part, ça valide quand même aussi le chemin qui a été fait. Et puis là, il s'agit quand même d'une compétition nationale avec voilà, énormément de concurrence. Et puis... Voilà. Ouais, on va parler un petit peu plus de ce projet. Alors, dans le cadre de Picture My Music, à chaque fois, c'est une association qui soutient les artistes suisses. Une fois par année, vous offrez un clip que vous produisez et financez. Alors, ce projet, Power, il a été retenu parmi 160 projets. Qu'est-ce qui a fait que c'était finalement, je crois, presque un coup de cœur? Ouais, je pense que c'était un coup de cœur. Et puis, en fait, pour nous, les critères, ils sont très variés. Enfin, on regarde autant où en est l'artiste dans sa carrière, que musicalement, est-ce que ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Enfin, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que le projet de Mutoni Drummer Queen, c'est quand même un projet qui ça faisait longtemps qu'il tournait, qui arrivait à un stade où c'était intéressant de le soutenir. Parce que, voilà, même quand les artistes tournent beaucoup et ont beaucoup de dates, ça reste quand même toujours très compliqué pour eux de réunir les fonds pour faire des productions. Et donc, c'est aussi là que nous, on a envie d'intervenir et de ne pas lâcher la chose à ce moment-là. Ouais, et de soutenir justement les artistes de la région. Power, qui tourne depuis quelques temps, même pratiquement une année, je crois, sur notre chaîne et un peu partout. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. Alors Mutoni, un engagement politique très fort. Comment est-ce que toi, tu t'es approprié ce discours qui est aussi féministe? Alors, effectivement, ça peut pas... Enfin, au début, c'était un petit peu difficile parce qu'il y a toujours cette question de est-ce que je suis légitime pour finalement aborder ces sujets-là. Et puis, au bout d'un moment, elle a été très, très patiente et puis voilà, elle avait eu beaucoup envie de partager ça. Et il y a un moment, ça devient un peu une évidence, quoi. Ça clique et puis on arrive à se projeter, à se mettre dans la peau de l'autre et puis à offrir ce point de vue quelque part. Ouais, un projet entièrement réalisé à l'étranger, partir au Kenya, c'est quelque chose que tu apprenais un petit peu. Pourquoi? On se dit, voilà, je vais partir dans un pays que je ne connais pas, enfin, voilà, je vais devoir engager une équipe quasiment entière que je ne connais pas. Il y a tellement de choses en fait, qui peuvent mal se passer, que ce soit des questions de matériel, des questions de... Voilà,
humaine. Enfin, il y a 1 milliard de critères. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup l'habitude de travailler avec des équipes ici où voilà, il y a une confiance qui s'est installée. Et ça, c'est un truc que j'ai dû du coup me dire, bon, ça va bien se passer. Et je pense que j'ai beaucoup anticipé tout ce qui pouvait potentiellement aller mal. Et j'ai essayé de blinder ces choses au maximum pour que ça puisse que bien se passer. Ouais, alors au final, tout s'est bien passé, justement. Ouais. Plusieurs thématiques que vous abordez au travers du clip, les prisonniers politiques, les athlètes féminines, les mythes et récits. Mais c'était quoi le message ? Je pense que ce qu'on a voulu transmettre à travers ce projet, c'est qu'en fait, tout au long de l'histoire, que ce soit kenyane ou africaine, les femmes ont contribué à la politique, à la société, aux mœurs de leur pays. Et en fait, elles ont tendance à être oubliées par l'histoire. Enfin, à chaque fois qu'elle est réécrite, on nommait gentiment toute cette contribution. Et je pense que c'était une façon de dire que nous, on n'avait pas l'intention de l'oublier. Ouais. Alors ça peut paraître fou parce que tu me disais en regardant les images que justement parfois tu as l'impression d'oublier carrément que c'est toi qui l'as réalisé. On voit que le message au fait il est toujours très fort et même plus aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai, je pense que déjà au moment où on l'a fait, c'était d'actualité. Enfin, il y a aussi beaucoup de thématiques actuellement en Afrique et au Kenya, voilà, qui sont aussi des mouvements féministes qui se soulèvent. Et oui, c'est vrai que j'ai cette tendance avec le temps, quand je revois un projet de m'en distancer quelque part, c'est comme on laisse un enfant quitter le nid et puis voilà, on n'est plus tellement maître de ce qu'il projette ou de ce qu'il reflète. Alors la dernière fois qu'on avait discuté, c'était lors du festival Vision du réel. Depuis, tout est un peu à l'arrêt et pourtant pour toi ça marche, plusieurs projets sont en cours. Ça veut dire que finalement le monde du cinéma, des clips, tout ça reste vivant et que les choses se portent bien, on peut être optimiste ? Alors pour la production audiovisuelle, je crois que oui. Alors je ne veux pas parler au nom de tout le métier parce que je ne saurais pas répondre pour tout le monde, mais ce que j'ai pu voir de mon point de vue, c'est que la demande, elle a augmenté. En fait, en termes de vidéos, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites, mais il y a du coup beaucoup de choses qui doivent être faites en remplacement. Et moi, je n'ai pas arrêté de travailler depuis l'été passé, ça, ouais. c'est sûr. Alors, des clips, des courts-métrages, mais justement, pour revenir à ce clip, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le monde audiovisuel et des clips, il concurrence un peu le cinéma ? Je ne pense pas qu'on fait la même chose, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Chacun raconte des histoires à sa façon, dans un format qui est différent. Et puis, de manière générale, même le cinéma entre lui-même, il ne se concurrence pas, il se complète. Et puis, chacun raconte des histoires pour, à la fin, créer un tout, quoi. Ouais, et dans ta manière de travailler, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un peu changé les choses ? Parce qu'on sait qu'on a tous travaillé à distance, il y a eu beaucoup de Zoom. Est-ce que toi, dans ta manière de réaliser, de produire, ça a eu un impact ? Ça a eu quand même un impact où il y a plus d'insécurité quand on monte une production. Logistiquement, c'est plus compliqué. Enfin, des choses toutes bêtes. Hein. Il faut prévoir un repas de midi pour tout le monde, mais il faut que les gens soient tous à 2 mètres les uns des autres. Enfin voilà, ça complique un petit peu tout cet aspect-là de la production, de se dire, OK, est-ce que mon comédien principal va pas être en quarantaine juste avant le tournage ? Et puis, enfin, voilà, on se met un peu en danger pour plein de petites choses comme ça. Mais des fois, avec un petit peu de chance, ça marche quand même. Ouais, alors mon petit doigt me dit qu'on se reverra très vite parce que les choses fonctionnent pour toi et quand il y a du talent, on le comprend parce qu'on ne compte pas. Félicitations, meilleur clip suisse de l'année, ça se mérite, ça s'appelle Power. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle suite de programmes sur Nyon Région Télévision.